Christophe, je suis ravie de te retrouver sur InPower. Moi aussi, merci. J'invite les personnes qui n'auraient peut-être pas écouté la partie 1 à l'écouter avant d'écouter cette partie-là, comme ça, voilà, on va reprendre un peu là où on s'est arrêté, et on en parlait là avant de commencer l'épisode, on parlait un peu de différentes méthodes de guérison, et c'est là-dessus qu'on a terminé au dernier épisode, et je voulais justement te parler un peu de l'effet placebo. Alors, les auditeurs et les auditrices du podcast savent qu'en ce moment, j'essaye un peu de le lancer à toutes les personnes qui auraient peut-être des connaissances sur le sujet, mais parce qu'en fait, je trouve ça vraiment fascinant. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'effet placebo ? Comment expliquer le fait que des personnes à qui on va donner une pilule vide de sucre, ou je ne sais pas ce qu'on utilise, mais qui n'a aucun principe actif, et on va réussir à avoir 50% de rémission, ou en tout cas des effets assez incroyables. Qu'est-ce qui est à l'œuvre derrière, et est-ce que toi, tu l'as étudié ou tu l'as observé dans ta pratique ? Oui, alors, tous les médecins, tous les soignants connaissent cet effet placebo. Alors, effectivement, ça veut dire que notre esprit a le pouvoir, à partir de ses croyances, de ses convictions, d'avoir un effet biologique sur notre corps, puisque c'est ce que montre l'effet placebo, qui consiste effectivement à donner dans une gélule une substance qui n'est pas active, mais alors que la personne qui reçoit la substance, et même en théorie, il faut que le médecin qui prescrive le placebo ne sache pas lui-même si c'est oui, parce que sinon son comportement, sa façon de donner la gélule, le médicament va trahir qu'il n'y croit pas. Et donc, c'est les procédures qu'on appelle de double aveugle, c'est-à-dire on tire les gens au sort, les patients, la moitié vont recevoir le placebo et la moitié recevra le médicament actif pour qu'on puisse comparer sur des migraines, par exemple, ou des choses comme ça. Et on dit double aveugle parce que le patient ne sait pas qu'est-ce qu'il va avoir, mais le médecin ne sait pas non plus qu'est-ce qu'il donne, pour que personne n'influence. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles, si tu crois que tu reçois un médicament actif, eh bien, ça va te faire du bien. Et pas seulement dans ta tête, mais aussi au niveau de tes neurotransmetteurs, aussi au niveau de ta biologie, des marqueurs biologiques, d'inflammation, etc., etc. Et ça veut dire quoi ? Pendant longtemps, on a considéré que c'était de l'autosuggestion, on méprisait un petit peu le problème. On disait, il y a des gens qui sont plus influençables que d'autres. Très bien. Et en réalité, depuis quelques années, on est en train de se dire, mais non, mais c'est absurde. En fait, c'est un pouvoir dont nous disposons au point de vue de nos capacités cérébrales, qui est le pouvoir d'agir sur l'état de notre corps. C'est-à-dire, c'est pas seulement de nous calmer, mais c'est finalement de faire baisser un peu l'intensité de nos douleurs, d'augmenter peut-être un peu l'efficacité de nos défenses immunitaires, de façon biologique, une fois de plus, je précise. Alors, c'est pas non plus la toute-puissance, attention, c'est-à-dire le pouvoir de notre esprit sur notre corps. Je ne peux pas guérir un cancer simplement en me persuadant que mon esprit est assez puissant, etc. etc. Par contre, tout ce qui concerne les douleurs, tout ce qui concerne des choses réversibles au point de vue de notre santé, bien souvent, on pourrait se passer de certains médicaments et en s'y prenant bien, avec des approches comme la méditation, la sophrologie, l'auto-hypnose, enfin tout ce qui se développe beaucoup aujourd'hui, déclencher des réactions biologiques bénéfiques dans notre corps. Ouais, c'est en effet, je trouve ça très intéressant, et c'est intéressant d'avoir ton point de vue sur le sujet, et je pense qu'il n'y a pas assez vraiment de travaux, de recherche sur le sujet en France notamment. Tu vois, on n'en parle pas beaucoup. C'est en effet un peu cette image, mais un peu méprisée, peut-être parce qu'on ne le maîtrise pas en fait, contrairement aux recherches rigoureuses en double aveugle, ça, c'est une façon de le prouver, mais après, comment le maîtriser, comment le faire appliquer à des patients, je pense que c'est peut-être là où la médecine a un peu plus de difficultés. Oui, après, ça vient de tout un tas de difficultés variées. D'abord parce que ça rapporte moins d'argent. Finalement, c'est plus rentable pour beaucoup de gens de prescrire un médicament que de parler longtemps avec le patient ou la patiente, de lui apprendre des méthodes. Donc, il y a les enjeux financiers, certainement. Et puis, il y a aussi quand même les efforts à accomplir. Moi, je suis très frappé par
j'allais pas dire, faut pas dire la paresse ou la flemme, mais on est très souvent paresseux. C'est-à-dire quand tu vois par exemple le marché des médicaments contre les remontées acides, contre les acidités d'estomac. C'est des fortunes que font les laboratoires pharmaceutiques pour, ça s'appelle les IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons. Bon. Et parce que les gens, effectivement, leur estomac laisse remonter de l'acide, puisque l'estomac digère les aliments grâce à une sécrétion d'acide, et l'acide remonte le long de l'œsophage, ça fait des brûlures, etc. Bon. On sait que la plupart de ces remontées acides pourraient être améliorées et guéries sans prendre de médicaments, mais simplement en mangeant plus lentement, en mangeant moins gras, en faisant des repas dans une ambiance calme et non pas stressée, en mangeant davantage de fibres, enfin, en faisant 10 minutes de marche après chaque repas, ça suffirait. Les gens, et tu as beau expliquer ça à tes patients, tu n'en as qu'un sur deux qui va faire ces efforts-là. Donc, ça vient en partie des médecins, ça vient en partie des labos, cette tendance à prescrire des médicaments plutôt qu'à apprendre des méthodes non médicamenteuses. Mais nous aussi, on est parfois pris un peu la main dans le sac de notre flemme. On ne fait pas forcément tout ce qu'il faut pour notre santé. C'est quand même du boulot, et prendre soin de son corps, c'est des petits efforts, et tout un tas de choses à accomplir qui ne sont pas forcément aussi simples que prendre un médicament, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un peu l'option de facilité, et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est aussi démocratisé. Tu parlais de prendre soin de son corps, et je voulais aborder, j'ai regardé un peu tous les ouvrages que tu avais écrits, tu en as écrit un sur la vie intérieure. Oui. Et autant on a un peu conscience aujourd'hui qu'il faut prendre soin de son corps, voire prendre soin de soi, mais rarement de sa vie intérieure. Déjà, c'est un terme assez abstrait pour beaucoup de gens. C'est pas quelque chose qu'on nous enseigne, ou tu vois, si on n'a pas des parents sensibilisés un peu à ça, on peut passer à côté. Qu'est-ce qui t'a fait se pencher du côté de la vie intérieure, et comment toi, tu la nourris? Je trouve ça intéressant d'échanger sur ce sujet. La vie intérieure, moi, c'est toujours tout ce qui m'a tourné vers le fonctionnement psychologique. Et ça a eu deux sources. D'abord, mon métier. Moi, j'ai passé ma vie à faire un métier assez génial, c'est-à-dire d'aider les gens à comprendre ce qui se passait dans leur tête et à le réorienter vers un fonctionnement plus harmonieux, moins d'angoisse, moins de déprime, moins de colère et davantage de bien-être intérieur. Donc forcément, il fallait qu'on explore un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur de leur crâne, et puis comme tous les êtres humains, moi j'ai toujours aussi bien pris note qu'il se passait des tas de choses quand même entre mes deux oreilles, dans mon cerveau. Et surtout, ce dont tu t'aperçois très vite, c'est que ça pèse beaucoup plus lourd qu'on ne peut l'imaginer. Ce qui nous fait souffrir ou ce qui nous fait plaisir dans nos vies, c'est pas seulement les événements extérieurs, ce qui nous arrive relationnellement ou matériellement, c'est aussi la manière dont on est capable d'accueillir ces événements, de les savourer, d'en profiter, ou parfois malheureusement de complètement passer à côté. Et ça dépend de notre vie intérieure. Et ce qui m'avait poussé notamment à écrire ce livre, c'est le constat que je faisais il y a quelques années, qui est toujours d'actualité, que c'est de plus en plus rare dans la vie des humains contemporains qu'ils aient des moments pour se poser et ne rien faire, et se dire « Ok, voilà Louise, assieds-toi », et ne fais rien pendant un quart d'heure. Et donc, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu es en train de vivre là en dedans de toi ? Comment ça va, ton corps ? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps ? Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau, dans tes émotions ? Comment tu te sens ? Et prendre le temps de faire ces petits relevés de notre météo intérieure, c'est juste ça, la vie intérieure. Et effectivement, j'ai toujours un peu honte d'insister là-dessus, tellement ça paraît simple. Pour moi, en tout cas, pour les gens de ma génération, ça paraît une évidence que c'est quelque chose d'important.
Et ce qui est compliqué, je crois, pour les nouvelles générations, c'est le fait que la vie extérieure est tellement riche, variée, trépidante, attirante, simplifiée, faite pour nous flatter, pour nous réjouir, pour nous distraire, qu'on en oublie qu'on a un corps, on en oublie qu'on a une vie intérieure. Sur l'oubli du corps, par exemple, tu vois, en fait, tu me questionnes sur la vie intérieure, donc plutôt de l'esprit, mais je crois qu'on oublie aussi très souvent notre corps. Moi, j'avais été frappé par les études qui ont été publiées il y a quelque temps sur ce qui se passe quand on est captivé par un écran. Quand tu es sur ton écran, qu'il s'agisse de l'écran de ton portable ou de ton ordinateur, ce qu'on voit, c'est que les gens ne cessent de cligner des yeux pratiquement. On ne cligne pas assez des yeux, comme si on était halluciné, la petite souris hypnotisée par le gros serpent qui va l'avaler, font des pauses respiratoires, c'est-à-dire s'arrêtent de respirer 2-3 secondes. Ils sont tellement captivés par ce qu'ils voient qu'ils finissent par négliger leur corps. Du coup, c'est ce qui explique en partie les problèmes qu'ont les gens qui passent leur journée à travailler sur écran, les brûlures oculaires, et puis le stress, la tension. Et finalement, ne pas oublier son corps, ça devient quelque chose de fondamental. Et ne pas l'oublier, pas seulement en faisant du sport, de l'exercice physique. Je crois que beaucoup de gens ont compris aujourd'hui que la sédentarité était un problème. Et donc, ils remuent leur corps. Ils sont sympas avec leur corps en le remuant, en l'agitant, en lui donnant de l'exercice. Ça, c'est déjà super, très important. Mais aussi, de temps en temps, en s'arrêtant, en disant... Voilà mon corps, là, de quoi tu as besoin en ce moment? Est-ce que tu as besoin de repos, d'un petit massage, que je relâche un peu ces muscles des épaules, là, qui sont inutilement crispés, que je desserre mes mâchoires, que tu as peut-être besoin d'une petite sieste. Bon. Et la vie intérieure, c'est l'équivalent pour mon esprit. C'est de temps en temps me dire, mais là, est-ce que tu n'aurais pas besoin de voir un petit peu où te conduisent l'enchaînement de ces pensées? Est-ce que tu n'es pas en train de mouliner des pensées angoissantes qui sont comme si tu te projetais un film virtuel un peu déconnecté du réel? Au fond, tes angoisses vont bien au-delà des difficultés que tu es en train d'affronter là. Tu es toi déjà 8 jours après, 1 an après, en train d'anticiper ce que tu vas devenir. Donc c'est prendre soin de soi globalement, la vie intérieure, de son corps, de son esprit, parce qu'évidemment notre corps il nous parle aussi, il s'exprime, et on l'écoute pas toujours. Ouais, c'est vrai. Et comme tu dis, c'est intensifié par le nombre de distractions qu'on a aujourd'hui et cette déconnexion qu'on a tendance à avoir. Je parlais avec Vincent Tribou, qui est un psychothérapeute que j'ai reçu sur le podcast. Il me parlait un peu de cette génération où il nous disait un peu clairement, peut-être vous êtes dans la merde parce que vous voulez tout avoir et vous vivez très mal le fait de ne pas forcément tout avoir, et qu'il y avait un peu une augmentation au final des dépressions dans la société. Est-ce que c'est un phénomène que tu as observé, et peut-être comment, même si bien sûr on peut pas, c'est pas avec juste un conseil qu'on peut éviter la dépression, mais est-ce que tu penses qu'il y a des pistes de choses qu'on peut mettre en place pour peut-être éviter de tomber dans ce piège un peu malgré nous? Oui. Alors c'est vrai que paradoxalement, on voit une augmentation des signes, des symptômes de stress, d'anxiété, de dépression chez beaucoup de personnes, et de personnes jeunes, dont on aurait tendance à penser qu'au fond, voilà, elles ont plutôt de la chance de vivre à cette époque, qui est une époque quand même passionnante, alors qu'il y a aussi une époque menaçante, malheureusement, avec les histoires de réchauffement climatique, beaucoup d'incertitudes, perspectives et inquiétantes ou d'incertitudes. Mais ce que je vois aussi dans cette génération, c'est quand même un niveau chez certains en tout cas, de lucidité et d'exigence par rapport au fonctionnement sociaux. C'est-à-dire les générations précédentes, et les gens comme moi par exemple, ou Vincent dont tu parlais, Vincent Tribou, qui est un très bon thérapeute que je connais bien,
au fond, on contestait sans doute moins que vous les logiques de cette société, les logiques en termes de ce que tu connais bien, dont tu parles très bien, les injonctions faites aux femmes ou faites à certaines minorités, toutes ces choses-là. Au fond, on voyait bien que ça n'allait pas, mais on était moins décidé à tout balancer par la fenêtre et à tout transformer. Et je crois que les problèmes d'anxiété, de dépression viennent d'une part que les pressions quand même sur les jeunes ont sournoisement augmenté, c'est-à-dire les attentes de performance, les pressions aussi sur le fait de consommer, de voler leur attention pour les fixer sur tout un tas de choses destinées à faire gagner de l'argent aux grandes firmes, etc. Mais que ce sont aussi des générations qui ont décidé de changer la société, non pas comme nos générations à nous, en faisant la révolution, mais qui ont décidé de changer les règles du jeu de l'intérieur. Et ça, c'est un poids, je crois, c'est quelque chose qui les responsabilise, qui accroît leur charge mentale, la pression qui pèse sur leurs épaules. Alors, tu me demandais des conseils pour qu'est-ce qu'on peut faire. Je crois que on revient un petit peu à la question que tu posais tout à l'heure sur la vie intérieure, c'est-à-dire on a des besoins qui sont des besoins fondamentaux et on ne peut pas aller bien si on ne prend pas soin de son temps de sommeil, de son alimentation, de son corps, si on n'accorde pas à son cerveau les nutriments que sont des moments de calme, des moments de lenteur, des moments de continuité, des moments de reconnexion à la nature, des moments de partage amical. Et quand tu fais comme ça le check-up de la vie des personnes qui souffrent de stress ou d'anxiété, tu t'aperçois souvent, une fois de plus, que ce n'est pas seulement des événements extérieurs. Bien sûr que si j'ai des problèmes au boulot, si j'ai des problèmes dans mon couple, si j'ai des problèmes financiers, ça va accroître mes souffrances psychologiques, mais tu t'aperçois aussi qu'il y a un manque dans tout le travail d'équilibrage qu'on doit faire pour nous, un manque dans le soin de soi, le soin qu'on doit s'accorder, corps, esprit et âme. C'est un peu holistique au final, hein. C'est un terme qu'on entend peu, mais qui dit bien qu'on a 3 grands axes qui nous façonnent et qu'il faut essayer de ne pas délaisser les 3, quoi. C'est ça, oui. La santé holistique, je crois qu'olein en grec, c'est l'ensemble, le tout. C'est de dire que tu as besoin à la fois de prendre soin de ton corps, en le nourrissant, en le bougeant, en le choyant, en lui accordant un temps de repos, de ton esprit, en comprenant aussi que de quoi je nourris mon esprit. Est-ce que je le remplis de pensées généreuses, optimistes, joyeuses, ou est-ce que je ne le remplis que de stress, que de soucis? Est-ce qu'il y a un bon équilibrage là-dedans? C'est normal de me tenir au courant des mauvaises nouvelles du monde, mais c'est important aussi de me tenir au courant des bonnes nouvelles. Ça, c'est toutes les études sur les gens qui regardent trop les chaînes d'infos en continu ou qui sont trop focalisées sur les actualités, et on s'aperçoit qu'au bout d'un moment ça augmente considérablement leur anxiété. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se tenir au courant de la marche du monde, mais ça veut dire qu'il ne faut pas oublier de voir aussi ce qui va bien sur cette terre. Il y a des tas de choses aussi encourageantes, il y a tout un tas de chiffres montrant que il y a de moins en moins de femmes battues, d'enfants battus, etc. Même si on a l'impression inverse parce qu'on s'en occupe davantage, mais voilà, tout ce qui est éducation augmente, tout ce qui est violence diminue malgré tout, malgré le sentiment qu'on a. Donc, de quoi je nourris mon esprit? Et puis aussi, il y a cette question mystérieuse de l'âme, au fond, tous ces moments où je me tourne vers la nature, je me tourne vers la contemplation, je me tourne vers ce sentiment d'appartenir au monde qui m'entoure, et tous ces instants, au fond, qu'on ne touche du doigt parfois que quand on est en vacances. Il n'y a que lorsqu'on est en vacances que
On peut avoir des moments où on est couché dans l'herbe la nuit, à regarder les étoiles au-dessus de notre tête. Et pourtant, ce truc-là, on devrait le faire très souvent. Alors, c'est plus dur en hiver parce qu'il fait froid. Mais tu vois, tous ces moments de reconnexion au monde qui ne nous apportent pas forcément des pensées rationnelles, mais qui nous remettent à notre place et qui remettent aussi nos soucis à notre place, nos préoccupations à notre place, à leur place, et nos ambitions à leur place, qui font une sorte de réétalonnage de ce qui est vraiment important dans la vie d'un humain. Alors là, je vais peut-être partir sur un truc assez propre aux entrepreneurs, mais en entendant en parler, ça m'est vraiment venu à l'esprit. En fait, j'ai l'impression que quand il y a de plus en plus de personnes qui sont à leur compte, qui lancent leurs projets, et en fait, c'est vachement du non-stop. C'est, tu vois, moi, ce dont tu parles, en fait, j'ai l'impression de ne jamais l'avoir, parce que même quand je pars en vacances, je dois poster sur les réseaux, enfin, je dois poster, c'est moi qui me l'impose, hein, mais il y a ce truc de, ça dépend que de moi, en fait, entre guillemets, si ça marche ou pas. Donc, j'ai jamais vraiment l'esprit tranquille. Parce que c'est pas comme si, tu vois, mes parents, quand ils partaient en vacances, ils avaient pas de travail à faire. Ils sortaient du bureau et c'était une semaine complète où ils n'ont quasiment rien à penser. Et je pense qu'on est beaucoup, de plus en plus en tout cas, à souffrir de ce mal de ne pas arriver à déconnecter et à laisser la charge mentale de côté. Absolument. Est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes comme moi qui ont du mal à déconnecter ? Mais ça, c'est très juste. Je pense que c'est une des grandes difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Effectivement, la continuité, la technologie a rendu possible une continuité, mais pratiquement 24 heures sur 24, de la connexion à nos loisirs, à nos soucis, etc., etc. Et ça, c'est à la fois une bénédiction, parce que ça rend énormément de services, effectivement, et une malédiction, parce que là encore, on est doté d'un cerveau qui n'est pas équipé pour ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cerveau qu'on a dans nos boîtes crâniennes, c'est un très vieux machin. Ouais, ça c'est fascinant. Qui a des centaines de milliers d'années d'évolution, et qui a connu à 99% des environnements où c'est la rareté qui dominait. C'est-à-dire lorsqu'on était des primates, et puis même les cerveaux de nos ancêtres, il y a quelques milliers d'années, même quelques centaines d'années, c'est tous ces humains qui nous ont précédés, et donc qui nous ont légué leur cerveau, leur cervelle, leur machinerie cérébrale. C'est des humains qui vivaient dans des environnements où la nourriture était assez rare. Quand tu avais faim, il fallait aller arracher tes carottes dans ton jardin, les peler, les couper des bûches, allumer le feu. Tu vois, il y avait de quoi calmer tes crises boulimiques, par exemple. Ce qui était assez rare aussi, c'était les rencontres amoureuses. Il n'y avait pas 36 000 personnes à rencontrer. Ce qui était assez rare, c'était les loisirs, les moments de détente. Donc, on évoluait dans des univers rares où c'était important de ne pas rater ces occasions-là. Il fallait que notre cerveau capte tout de suite ce qui était intéressant, nouveau, réjouissant, nourrissant, etc. Et là, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on vit dans des univers de pléthore, où tout, pour les Occidentaux que nous sommes en tout cas, où tout est abondant. La nourriture est abondante, les fringues sont abondantes, les produits culturels sont abondants, les séries sont abondantes. On vit dans un monde où on ne pourra jamais lire tout ce qu'il y a à lire, voir tout ce qu'il y a à voir, faire tout ce qu'il y a à faire, accomplir tous les voyages. Tout c'est une pléthore absolue. Et notre cerveau devient dingue parce qu'on a tous envie de faire les choses à fond et de vivre tout ce qu'il y a à vivre de notre mieux. D'abord parce qu'une fois de plus, cérébralement, on est équipé pour avoir cet appétit pour tout ce qui est intéressant, et qu'en plus, d'un point de vue existentiel, on sait qu'on est mortel, qu'on est sur Terre pour un certain nombre d'années, donc on a vraiment envie de remplir cette existence. Et on vit au fond les temps d'ennui ou de solitude comme des temps perdus. Ouais. Or, le danger qui nous menace, c'est que notre cerveau n'est pas non plus prévu pour être en permanence sollicité chaque heure de la journée et chaque jour de la semaine. Il a besoin de temps de repos, il a besoin de ces temps de déconnexion, mais au fond, il nous le dit moins fortement que notre corps. Notre corps, quand on l'a trop agité,
il est fatigué, il nous envoie des signaux de fatigue, où on se fait, voilà, on a des entorses, on a des tendinites, enfin si on maltraite notre corps ou si on mange mal, il nous crée des colites, des remontées acides, enfin bref. Notre cerveau, c'est moins clair. Notre cerveau, il nous envoie souvent des messages détournés de, voilà, on va avoir mal à la tête, ou on va se sentir moins heureux de vivre, mais on ne fait pas forcément le rapport avec l'espèce d'indigestion et surtout d'épuisement qu'on lui impose. Alors, les solutions, on revient à des trucs très très basiques. Autrefois, les gens ne travaillaient jamais le dimanche. Tous les magasins étaient fermés. C'était ce que les chrétiens appelaient le jour du Seigneur. Et donc, en hommage à la Bible, Dieu crée le monde en 6 jours, et le 7e jour, il a bien bossé, il se repose. Et donc, depuis ce jour-là, dans toutes les religions, il y a un jour, les Juifs font le Shabbat, voilà, où il ne faut pas travailler, même eux, c'est très très radical, chez les pratiquants en tout cas. Et on a oublié cette histoire du dimanche qui est fait pour ne rien faire. Parce que comme on peut, grâce à nos écrans, travailler ou communiquer sur les réseaux sociaux, c'est un appel irrésistible. Et puis c'est irrésistible, c'est facile aussi. Effectivement, tu vois, c'est comme pour la nourriture. C'est plus facile d'aller dans mon placard et d'ouvrir un paquet de chips que de me faire un pot-au-feu, une opération qui me prendrait quelques heures. Là, le paquet de chips, c'est 1 seconde, c'est facile, c'est immédiatement gratifiant. Donc je ne vois pas tellement d'autres solutions que s'imposer un petit peu en force, par exemple, de ne jamais rien poster sur les réseaux sociaux le week-end. Moi, c'est ce que j'essaie de faire, mais moi, c'est plus facile parce que je suis vieux, j'ai grandi dans un univers où ces trucs-là n'existaient pas, donc je suis plus méfiant, tu vois, je vois très bien, je sens mieux venir. Donc c'est sournois. Voilà, je vois bien le côté fourbe de ces réseaux sociaux. Et ils sont charmants, mais ils sont fourbes aussi. Et donc, voilà, le principe, ne jamais rien poster sur les réseaux sociaux, ne jamais envoyer de mail, à part à mes amis très proches, etc. Mais je pense que votre génération va redécouvrir la nécessité de ces temps de pause digitale. Tu vois, c'est comme manger tout le temps. C'est comme, imagine quelqu'un, et il y a des gens qui font comme ça, qui passent sa journée à grignoter. Chez lui, il y a toujours des cacahuètes, des sucreries, et il passe sa journée à grignoter. C'est bon, c'est agréable, mais il ne laisse jamais son estomac au repos. Et on fait pareil avec nos cerveaux en passant nos journées sur les réseaux sociaux, à absorber des informations, à regarder des distractions. Donc, mais moi, j'ai le sentiment que c'est quelque chose dont votre génération est en train de prendre conscience tranquillement et que c'est une génération intelligente et qu'elle va trouver des solutions. Ouais. Allez, on croit en nous. Je me demandais aussi si tu as vécu, toi, une période difficile, parce que je trouve que voilà, parfois on écoute des personnes thérapeutes ou qui ont vraiment des connaissances en la matière, et on se dit un peu bah oui, c'est facile à dire pour lui, pour elle, etc. Et d'avoir un exemple concret, tu vois, de période, que ce soit de doute, de deuil, je sais pas, de perte de confiance en soi, que peut-être tu aurais vécu et que tu peux nous partager, et comment tu t'as rebondi. Je trouve que les histoires de résilience sont toujours pleines d'enseignements. Ouais. Moi, j'aurais passé dans beaucoup de mes livres, j'essaie vraiment de mettre mes lectrices et mes lecteurs en garde en leur demandant de ne pas m'idéaliser. Parce que vraiment, moi, j'ai l'impression d'avoir bossé toute ma vie pour m'améliorer, pour surmonter mes doutes, mes angoisses, mes coups de déprime. En gros, moi, j'ai plutôt un héritage à la fois génétique et éducatif qui me poussait à être quelqu'un d'anxieux, d'insécurisé, avec des passages dépressifs assez violents régulièrement. Et ça ne me plaisait pas, évidemment. Donc, je crois que j'ai fait psychiatrie en partie parce que voilà, j'avais vu les membres de ma famille proche aller mal, et je trouvais que ça, c'était un mystère que je voulais comprendre, et puis éviter à d'autres personnes de souffrir ça, mais c'était aussi pour moi. Donc moi, j'ai eu plein d'efforts à accomplir. Par exemple, pendant très très longtemps,
j'ai eu ce fameux syndrome de l'imposteur qu'on est très très nombreux à avoir en tant qu'être humain, où j'avais l'impression que les gens me voyaient beaucoup plus fort, beaucoup plus brillant que je n'étais. Et jusqu'au jour où j'ai compris que c'était moi qui me racontais cette histoire, que les gens me voyaient comme j'étais, qu'ils comprenaient bien qu'à certains moments je puisse les décevoir. Et à un moment donné, je me suis dit, ton boulot dans la vie, c'est pas d'être parfait ou de ne jamais décevoir, c'est de faire de ton mieux et d'accepter que de temps en temps, tu vas décevoir, tu vas pas être à la hauteur, tu vas décevoir certaines attentes qu'on a placées en toi, et que tu seras ni le premier ni le dernier humain à qui ça sera arrivé, et que la plupart des gens t'aimeront quand même. La plupart des gens continueront de te faire confiance parce qu'ils auront vécu la même chose, et parce que ce qu'on attend des gens, par exemple des gens avec qui on travaille, c'est d'avoir le sentiment qu'ils font de leur mieux, et que le plus souvent ça fonctionne. Et accepter finalement à un moment donné que, tu vois, par exemple pour les livres, moi je n'ai jamais rendu un livre dont je puisse dire il est parfait. Je n'ai pas un mot à rajouter, je n'ai pas une ligne à rajouter. J'ai toujours rendu des livres imparfaits, et au moment où je les rendais, au moment où je recevais le livre imprimé tel qu'il allait être diffusé en librairie, je voyais instantanément tout ce qui manquait, tout ce qui n'allait pas. Et les premières fois, ça m'a un peu tourmenté. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, non, c'est bon. Il est suffisamment bon comme ça. Il est imparfait, mais il va rendre des services. Et toi, c'est pareil. Tu es imparfait, mais tu vas rendre des services et tu vas faire de ton mieux. Parce que sinon, tu n'écriras qu'un livre dans ta vie, et encore, tu vas passer des années à le peaufiner, à le reprendre, et tu n'estimeras qu'il n'est jamais prêt. Et si tu te traites de cette façon-là, si tu ne te lances dans l'action que quand tu penses que tu es parfait, etc., tu feras jamais rien. Donc, finalement, ça, c'est peut-être le premier enseignement, moi, qui m'aura beaucoup aidé, c'est cette phrase de Sioran. Il dit un truc capital dans la vie, c'est apprendre à être perdant. Alors quand tu apprends ça, tu dis merde, c'est ennuyeux quoi, ce truc-là. Mais en réalité, non. Ce que veut dire Sioran, c'est que si tu n'acceptes pas à l'avance le fait que tu peux échouer, perdre, ou être imparfait, ou être relevé pour tel ou tel de tes défauts, ça va paralyser ton action. Donc c'est ce truc-là. Je ne sais pas vers quel âge j'ai commencé à comprendre ça, mais tard, tu vois, c'est vers 30-35 ans, je me suis enfin libéré de cette obsession de la perfection dans ce que j'accomplissais, dans l'image que je donnais, et commencé aussi à parler de mes difficultés, à expliquer. Par exemple, pendant longtemps, quand je faisais des cours, j'osais presque, ou des conférences, j'étais gêné de devoir regarder mes notes. C'était l'époque où on n'avait pas encore PowerPoint. Comme si regarder tes notes montrait que tu n'avais pas assez bien préparé ta conférence. C'était vraiment con, tu vois. Et un jour, je me suis dit, non, tu as le droit à certains moments de te taire, de baisser la tête, de regarder tes notes, ou même en disant aux gens, excusez-moi, je vérifie où j'en suis, et de reprendre. Et les gens s'en foutent complètement. C'est ce qui les intéresse, c'est qu'à la fin, ils aient reçu un message intéressant. Donc, ce truc-là m'a beaucoup libéré. Ouais. Puis il y a autre chose que j'ai mis très longtemps à comprendre, et là, ça fait partie des trucs. En gros, si je devais revivre ma vie, je pense que je ferais à peu près les mêmes choix, mais je prendrais plus soin de moi. J'ai mis vraiment longtemps à comprendre que je devais prendre soin de moi. Parce que il y a d'abord ce côté piégeux des métiers de soignant, où tu as l'impression que il y a un côté un peu, il faut te sacrifier pour tes patients, qu'ils passent avant toi, et que si on te rajoute 4 patients sur la liste de rendez-vous, que ça va te faire sortir à 10h du soir, tu peux pas les laisser comme ça, il faut les prendre quand même, etc. Et donc,
j'ai pas assez pris soin de moi et je pense que vraiment ça a détraqué ma santé en partie, le fait de ne pas appliquer les principes qu'on évoquait tout à l'heure, on va dire de quoi ton corps a besoin, de quoi ton cerveau a besoin, davantage de repos, de vacances, etc. etc. Et j'étais dans toutes ces injonctions que tu essaies de déconstruire dans ton domaine, c'est-à-dire un bon médecin doit accepter tous ses patients, un bon père de famille doit toujours bien s'occuper de ses enfants, un bon conjoint, un bon copain, un bon ceci, un bon cela. Et du coup, j'ai tout fait sous une liste de choses à faire. Je me souviens, moi j'ai des souvenirs, mais quand j'y repense aujourd'hui, c'est absurde. C'est-à-dire, j'avais, tu vois, c'est des injonctions invisibles. Par exemple, je considérais que je devais me tenir au courant de l'actualité publique, scientifique. Donc j'étais abonné à des tas de revues qui s'empilaient, qui arrivaient plus vite que je ne pouvais les lire. Et le soir, en me mettant au lit, tard, tu vois, 10, 11 heures, en tout cas tard pour moi, il y a des gens qui se couchent plus tard, mais comme je me lève tôt, c'était tard, je voyais la pile des choses à lire sur ma table de nuit, et je me disais, oh punaise. Et alors que j'avais sommeil, mon besoin c'était de dormir, quoi, ou de faire un câlin avec ma femme, ou j'en sais rien. Et je me forçais à lire. Alors je lisais un peu en accéléré, comme je sais qu'il y a des gens qui regardent les séries en accéléré. Et puis un jour, je me suis dit, mais t'es con ou quoi? Mais t'es malade, tu vas arrêter de t'abonner à ces trucs-là et tu vas te tenir au courant de loin en loin. Et puis surtout, si t'as sommeil, tu dors. Tant pis pour les revues, tant pis pour les bouquins. Et ça, ce qui m'a aidé, c'est la méditation. C'est le tout premier stage de méditation, la retraite de méditation que j'ai faite, où on nous a dit, on ne parle pas, on ne téléphone pas, bien évidemment, on ne regarde aucun écran et on ne lit pas. Et donc, on était tous les soirs au lit à 21h, avec l'interdiction de bouquiner. Et donc, tu regardes ton plafond et peu à peu, tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Et tout à coup, tu t'aperçois que tu peux t'accorder de l'attention, du repos, de la bienveillance, et qu'au fond, tu as aussi besoin de ça. Mais tu vois, ça, c'est venu très très tard. C'est pour ça que moi, ça me réjouit quand je vois des jeunes de 20, 25, 30 ans qui s'intéressent à la méditation, au yoga, aux soins de soi. Moi, j'y vois une intelligence de leur santé très, 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 très belle. Et on en parlait moins à mon époque, finalement, de ces histoires-là. Donc ça, c'est un bon côté de ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. C'est vrai, souvent quand on a un extrême, il y a l'autre qui commence à apparaître. Il a peut-être fallu ça, mais c'est un super bel exemple que tu donnes où en fait je pense qu'on avait pas mal de gens, même fatigués, vont se forcer à faire quelque chose, mais souvent on se l'impose. On se dit, non, je dois faire ça. Et même moi, tu vois, ça m'arrivait parce que tous les podcasts sortent tous les mardis à 7h du matin. Et en fait, parfois, le lundi soir à 23h, on est encore en train de finaliser la mise en ligne. Et en fait, je me disais toujours... en fait, j'ai pas le choix. Enfin, en fait, ça doit sortir le mardi à 7h. C'est ça. Et en fait, maintenant, même si j'arrive globalement à toujours le sortir le mardi à 7h, je me prends plus à l'avance. Et quand, parfois, en fait, il est tard, le lundi soir, et qu'il est pas en ligne, je me dis, tant pis. Soit il sortira mardi à midi, soit il sortira mercredi matin, et personne va mourir. Mais c'est vrai que c'est beaucoup, en fait, apprendre à être plus indulgent vers soi-même. Et là où ce que je trouve difficile, dans ce que tu dis, mais dans ce que pas mal de gens prônent, c'est qu'en fait, parfois, juste le savoir n'aide pas. Et en fait, il faut et c'est ça qui est un peu dommage, je trouve, c'est que parfois on donne plein de conseils et ça aide, mais on le sait, mais on ne le connaît pas. Enfin, il y a un peu cette différence entre le fait de le savoir théoriquement et le fait de vraiment le comprendre, en avoir conscience et du coup parvenir à le mettre en place. Et ça, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est propre un peu à l'histoire de chacun. C'est plus même, je crois que c'est propre aux humains, c'est-à-dire en réalité, c'est l'expérience qui nous transforme, c'est faire l'expérience d'une situation plutôt que savoir qu'elle existe. Et donc, c'est l'éternel débat autour de la sagesse. La sagesse, en théorie, on sait que des ennuis peuvent arriver, et donc on oriente notre vie pour que ces ennuis n'arrivent pas. Et malheureusement, comme on n'est pas sage, c'est quand les ennuis arrivent, quand on tombe malade, quand notre conjoint se barre, quand on s'est mis en échec parce qu'on n'a pas assez lâché prise ou on s'y est mal pris,
c'est en réalité la souffrance, la maladie, l'échec qui nous force, en faisant l'expérience de cette souffrance, qui nous force à réfléchir et dans le meilleur des cas, parce qu'il y a des gens malheureusement qui repartent au combat tête baissée, mais qui nous forcent à réfléchir et qui nous forcent à repenser la situation. Moi, j'ai le souvenir d'une patiente qui m'avait beaucoup ému, j'en parle dans mon bouquin sur les consolations. C'était une jeune femme brillante, très 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 douée, mais voilà, qui était devenue accro à son boulot, un workaholic, voilà, alcoolique de son travail. Et donc évidemment, elle avait fait un burn-out. Et donc, ça l'avait détruite. Elle avait vraiment mis du temps à s'en remettre. Ok, elle commençait à aller mieux, etc. Et puis, en commençant à se reconstruire, donc elle me raconte un peu. Alors, je dis, bon, très bien, mais là, vous avez compris, il faut prendre soin de vous, etc. Elle me dit, oui, non, moi, je prends soin de moi. D'ailleurs, j'ai décidé de me mettre au marathon et je me suis donné pour objectif de courir le marathon en moins de 3 heures. Et là, je me suis dit, bon, il y a quand même, c'est bien, elle prend soin d'elle, mais il y a des petits réglages à terminer. Elle était repartie sur des trucs qu'elle voyait comme bénéfiques, bon, c'est bien, mais où elle se repartait dans le système de se mettre la pression. Donc l'adversité, malheureusement, ne l'avait pas forcée à réfléchir suffisamment. Mais ce que je veux dire, c'est que, hélas, la plupart d'entre nous ne devenons sages que sous les coups de l'adversité. Les succès, malheureusement, nous dopent, nous donnent de l'énergie, mais ne nous font pas assez réfléchir sur ce qui nous manque. Et c'est les échecs et l'adversité qui nous font mal, qui nous foutent par terre et qui nous contraignent à la réflexion. C'est affreux, mais, c'est affreux. Mais hélas, c'est comme ça. Après, alors c'est mon esprit qui a à tout prix de chercher des contre-exemples, mais je pense à Mathieu Ricard, avec qui tu as coécrit des ouvrages. Je ne sais pas, mais de l'extérieur, on n'a pas l'impression qu'il a vécu énormément, tu vois, d'adversité avant d'arriver à ce niveau de sagesse. Tu vois, j'ai l'impression que, quand même, alors est-ce que c'est par des maîtres, des enseignements ou des expériences spirituelles, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément à souffrir le martyre pour atteindre un certain niveau de sagesse. Non, c'est vrai. Mathieu, sur ce plan-là, effectivement, mais Mathieu, moi, j'ai tendance à le considérer comme un homme, une créature exceptionnelle, malgré tout. C'est-à-dire que d'abord, c'est quelqu'un qui a beaucoup changé tout de même. Il raconte très très bien que quand il était plus jeune, c'était un jeune dandy, un peu égoïste, un peu frimeur, etc. Et quand tu le vois aujourd'hui, tu comprends qu'il s'est débarrassé de ces oripeaux, de ces histoires-là. Après, c'est vrai qu'il n'a pas eu besoin de grandes souffrances pour aller vers la sagesse, mais par contre, il a accompli un grand travail. C'est-à-dire, Mathieu, il fait partie de ces personnes qui auront passé leur vie à travailler sur leur transformation personnelle. C'est ces gens qui ont médité, par exemple. Tu sais, quand tu vois les études sur la méditation, parfois on te dit, voilà, le cerveau des très grands méditants, on observe tel et tel truc. Les très grands méditants, c'est des gens qui ont médité plus de 40 000 heures dans leur vie. 40 000 heures dans ta vie, ça veut dire à peu près 6 heures par jour pendant 30, 40 ans. Donc, j'avais fait le calcul une fois, puis je l'oublie à chaque fois, mais c'est monstrueux. C'est-à-dire, si tu te contentes de méditer qu'1 heure par jour, il faudra un siècle. Donc, il ne faut jamais oublier que ce sont des personnes qui ont beaucoup travaillé à méditer, à se remettre en question, à observer le fonctionnement de leurs pensées, à observer leur maître. Donc, c'est un autre chemin. C'est le chemin du temps plein vers la transformation personnelle. Donc tu as le chemin de l'adversité, le chemin de l'effort, donc tout ça n'est pas très gai. Et puis il y a sans doute aussi des gens qui avancent dans la joie, dans la légèreté, dans la facilité. Je crois que ce sont les moins nombreux, mais il y en a peut-être. C'est vrai que j'ai l'espoir, tu vois, qu'il y a des voies, et en tout cas, j'aime pas trop le terme de raccourci, parce que le but n'est pas j'aime peut-être plutôt le terme de hacking, quoi. Il y a peut-être des hacks, en tout cas, j'explore des pistes. Il y a pas mal de personnes qui vont partager enfin pas des méthodes, mais bon, alors là, j'en pense à une, je sais pas si tu connais Wim Hof, qu'on appelle des Iceman.
Non, je connais pas. En fait, c'est un homme qui lui, c'est le froid, en fait, son truc, tu vois. Et il a développé toute une méthode autour de ça, donc notamment, c'est à la fois de la respiration, à la fois de l'exposition au bain glacé, aux douches froides. Et en fait, pour avoir regardé un peu ce qu'il fait, il explique par exemple que par le bain glacé, tu peux atteindre ce dont tu parles, l'état, il dit, il y en a, il faut 40 000 heures de méditation pour arriver à cet état-là, mais en fait, le froid peut vous permettre d'y arriver beaucoup plus vite. Et donc, je pense que de toute façon, il n'y a pas de vérité générale, il faut trouver chacun ce qui nous va, et tout ne peut pas marcher pour tout le monde, mais j'ai l'impression que, forcément, je me dis, ce qui peut être atteint d'un certain moyen peut être atteint par un autre qui peut être peut-être plus profitable, en tout cas... enjoyable, c'est le terme qui vient en anglais, tu vois, mais plus joyeux à vivre. Bien sûr, non, mais alors là, il faut se méfier parce que c'est vrai que là encore, je ne veux surtout pas dire qu'il n'y a que la souffrance qui nous permet, et la patience, les efforts qui nous permettent d'atteindre nos objectifs, mais en tout cas, ces deux voies-là peuvent fonctionner. Ce que tu dis, c'est le côté très, très intéressant de notre époque, c'est qu'il y a quand même une ébullition des réflexions, des expérimentations sur ce qui permet la transformation personnelle. Ça caractérise notre époque parce qu'autrefois, il faut bien comprendre que jusqu'aux années, jusqu'au XXe siècle, jusqu'à la fin du XXe siècle, la transformation personnelle, on s'en foutait. C'est-à-dire, ce qu'on attendait des gens, c'est qu'ils tiennent leur place, qu'ils fassent leur boulot, qu'ils gagnent leur salaire, qu'ils paient leurs impôts, et ils faisaient de leur vie ce qu'ils voulaient. Donc, aujourd'hui, il y a une parole publique sur le changement personnel, la transformation, le fait d'aller vers plus d'équilibre, vers plus de bienveillance, vers plus de fraternité, vers l'amélioration, au fond, de ce que nous sommes en tant qu'humains. Et je pense qu'on n'en a jamais autant parlé. Ouais. Et que le fait de beaucoup en parler, finalement, déclenche beaucoup de créativité, beaucoup de recherche. Alors, c'est l'histoire d'aller se mettre dans l'eau glacée. Peut-être qu'effectivement, on s'apercevra que maintenant, il faut que tous les ans, chaque être humain aille se planquer pendant 3 jours, faire des bains d'eau glacée, et que ça le boostera pendant 1 an. Tu vois, comme ces études qui montrent que si tu vas marcher 2 jours dans la forêt, eh bien, ça augmente tes défenses immunitaires pendant 1 mois. Et donc, si on a des petits problèmes, d'attraper souvent des infections, etc., se faire un week-end par mois de randonnée en forêt et de nature à nous aider. Donc, plus on multiplie les recherches scientifiques sur ça, plus effectivement, on va développer sans doute un art de l'équilibre intérieur, du bien-être, qui sera différent de ce long cheminement qu'on privilégiait dans le passé, à base d'efforts très réguliers, à base, j'ose pas dire d'exploitation de nos souffrances, mais c'est dire, chaque fois qu'il y a une adversité, prendre le temps d'y réfléchir, voir ce qu'elle m'a apporté. En tout cas, il y a une ébullition de réflexion dans ce domaine qui, moi, me réjouit aussi. Alors, il faut faire attention à la gadgetisation, effectivement, parce qu'il y a des modes. Bon, il ne faut pas non plus en rester à la superficie, mais je pense que quelque chose va en rester de tout ça. Ouais. Et j'aime bien ce qui lie les approches scientifiques et peut-être plus alternatives, mais il y a de plus en plus de personnes qui se basent, justement, cet homme-là, Wim Hof, il a prouvé qu'il peut éliminer des bactéries qu'on lui injecte en 15 minutes par le pouvoir de la respiration et la visualisation. Et en fait, il a appliqué ces principes-là de respiration et de froid à un groupe de 10 personnes, parce qu'évidemment, les scientifiques l'ont dit, non, mais t'es une exception, etc. Ouais. Et en 4 jours, ils étaient tous capables d'éjecter la bactérie de leur système immunitaire. Donc moi, c'est des trucs ça, à prendre avec des pincettes, entre guillemets, mais qui sont quand même, qui interpellent. En tout cas, c'est des pistes qu'on a le devoir d'explorer. C'est clair que c'est quand même des approches qui sont, j'allais dire, bio, c'est-à-dire qui ne consistent pas à prendre des médicaments, à utiliser tout un appareillage complexe. L'eau glacée, c'est la respiration et l'eau glacée. Et il est très probable que ça puisse avoir un effet.
Effectivement, il s'agit juste de le vérifier que ça ne concerne pas seulement certaines personnes, mais un plus grand nombre, mais en boucle sur cet effet placebo dont on parlait au tout début, c'est-à-dire c'est les pouvoirs qui nous sont donnés, les pouvoirs de notre esprit, les pouvoirs de notre corps, le pouvoir de certaines attitudes simples. Tu as la même chose avec la marche, tu as la même chose avec le contact avec la nature. Enfin, il y a tout un tas de ressources de santé et d'équilibre disponibles autour de nous qu'il s'agit de comprendre pour les intégrer au mieux dans nos vies, et tout simplement. Mais rire avec des amis, admirer un coucher de soleil, tout ça, c'est la même chose. Seulement, là encore, la seule contrainte, c'est d'y mettre du temps, de l'énergie et de l'attention. Le faire vraiment. C'est-à-dire, ce qui me fait du bien, c'est pas de lire un article expliquant les bienfaits de l'eau froide, c'est d'aller me coller dans l'eau froide. Et quand j'y suis, d'être vraiment présent à mon corps, dans le temps de récupération qui suit, d'être présent à mon corps, etc. Et donc, une fois de plus, on en revient quand même sur un investissement personnel. Tout à fait. Il n'y a que nous qui pourrons faire le job. Hein. Voilà, personne ne fera ça pour nous. Est-ce que toi, il y a des personnes sur ton chemin, soit que tu as rencontrées, soit que tu as lu, des formes de figures inspirantes qui t'ont accompagné dans ton parcours de transformation personnelle ? Ah ouais. Moi, j'ai eu des tonnes, des centaines de maîtres. Alors, j'ai eu quelques grands maîtres, des gens qui sont inspirants. Les maîtres, tu sais comment on définit un maître ou une maîtresse. Mais bon, maîtresse, c'est un mot malheureusement, quand ça touche aux femmes, on a toujours tendance à avoir une tournure péjorative. Voilà, mais en tout cas, ça peut être aussi des femmes, il y en a beaucoup. C'est quelqu'un qui te délivre un enseignement, donc qui t'apprend des choses, et surtout qui l'incarne, c'est-à-dire qui, par ce qu'il est, par ce qu'il fait, est aligné par rapport à tout ça. Moi, j'ai eu un grand maître en psychiatrie, qui était un homme qui s'appelait Lucien Millet, qui n'est pas connu, mais qui était un type génial, qui m'a montré ce que devait être la psychiatrie, bienveillante, humaniste, etc. J'ai eu mon beau-père, qui était un maître de bonheur, qui était la créature la plus douée pour le bonheur que j'ai jamais connue. Il était capable de se réjouir de tout. Moi, je raconte souvent, un jour, il a eu un accident, il habitait aux Pays-Basque, il se casse la figure dans les escaliers, il s'ouvre le crâne, 30 points de suture, enfin, et il a failli y passer parce qu'il a eu une hémorragie énorme. Il était tout seul, il n'y avait pas son épouse à la maison, il n'y avait pas de voisin, personne. Il réussit à ramper jusqu'au téléphone, à appeler les pompiers qui viennent le chercher. Il y avait du sang partout, ils le mettent dans l'hélico, ils l'amènent à l'hôpital de Bayonne, bref. Le soir, il nous appelle, puis il tombe sur moi, il me dit « Ah, Christophe, je suis content de vous avoir, je viens de vivre une journée extraordinaire. J'ai fait de l'hélicoptère au-dessus du Pays Basque. Alors ces pompiers, ils sont merveilleux. Je lui dis, mais attendez Pierre, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Il dit, oui, je suis tombé, je me suis ouvert le crâne. Mais bon, là, ça va bien, j'ai un pansement. Mais alors, incroyable, j'ai été bien accueilli à cet hôpital. Et toute sa vie était comme ça. C'est-à-dire même, tu vois, le type, il avait failli mourir, 30 points de suture. Et il extrayait de cette situation ce qu'il y avait de bon à en extraire. Lui, c'est un maître incroyable. Et puis, après, les rencontres, des gens comme Mathieu Ricard, Christian Bobin. Et puis après, tous ces humains qui ont été pour moi des maîtres transitoires, qui ont fait preuve de sagesse. Mes filles, régulièrement, m'ont émerveillé et m'ont appris des choses, tu vois, en termes de joie de vivre. Je parle souvent d'une de mes filles qui m'a appris l'enthousiasme. Il m'a appris que l'enthousiasme n'était pas une faiblesse. Moi, j'avais peur que l'enthousiasme conduise forcément un humain à la déception. Tu vois, tu es enthousiaste et donc forcément, au bout d'un moment, le réel te déçoit. On s'en fout. On s'en fout. Du moment que tu as la joie, le bonheur de l'enthousiasme, que ça t'a poussé vers les autres, que ça t'a poussé à faire des choses, même si après, tout n'est pas comme tu l'avais rêvé, au fond, tu restes gagnant par rapport aux gens qui sont sceptiques, qui sont des chouineurs, qui disent oui, mais non, c'est pas gna 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 gna. Ils font rien, ils restent dans le négatif. Donc, tu vois, toutes ces choses-là, je les ai appris au contact d'autres humains. Mmh. Et tous les humains... je crois que c'est rare que j'ai côtoyé des gens qui ne m'aient pas appris quelque chose, qui n'aient pas leur bon côté, leur intelligence, leur sagesse, et à propos desquels je ne me sois pas dit « ça c'est bien ». Ah, ça vraiment c'est bien. Même si par ailleurs je trouvais que le reste de leur vie ne me passionnait pas. Mais, tu vois, et ça aussi c'est ouvrir les yeux sur ce que les humains
peuvent nous enseigner, nous apprendre. Ça aurait été une de mes grandes joies. Écoute, justement, je voulais te parler de tes filles. Je vais te poser une question. Si, tu vois, tous tes ouvrages disparaissaient, qu'on n'avait plus accès à ton travail, qu'on n'avait plus accès à ce que tu as produit, et que tu avais juste une feuille et un stylo pour écrire 3 enseignements majeurs que tu aimerais partager à tes filles, si jamais tu étais amené, tu vois, à plus les revoir, qu'est-ce que tu leur dirais ? Des choses assez simples, c'est-à-dire vivre, je suis désolé, c'est une platitude absolue, mais vivre est une chance. Voilà. Être en vie, ça doit suffire à notre bonheur, ça serait le premier truc. Le deuxième, ça serait aime et pardonne. Voilà, il faut aimer son semblable et pardonner à son semblable et s'aimer et se pardonner. Et le troisième, je sais pas, ce serait regarde le ciel chaque jour et souris. Voilà, regarde le ciel en souriant chaque jour et en respirant pendant 5 minutes. Bon, je suis désolé, j'avais rien préparé. Là, tu m'as pris par surprise. Ah non, mais écoute, c'est très beau et je pense que les enseignements, c'est parfois les choses les plus simples dont on doit se rappeler et qui sont les plus difficiles à appliquer. Donc, sans doute. Je te remercie. Je vais te poser 2 dernières questions. Si tu pouvais écouter et entendre quelqu'un au micro d'InPower de ce podcast, qui est-ce que ce serait ? Qui j'aimerais entendre en train de parler avec toi ? J'adorerais écouter Christian Bobin parler avec toi. D'accord. Ah ouais, ça il est tellement incroyable dans sa façon poétique de dialoguer. Oui, ça. Ok, super, je note ça. J'espère qu'on aura Christian sur le podcast. Et la dernière question, je crois que je te l'avais pas posée au dernier épisode. Sinon, je te la repose et on verra si tu as de nouvelles choses à nous apporter. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ? J'aurais tendance à répondre que ça signifie comprendre tes besoins intérieurs et y répondre avec bienveillance. À méditer. C'est super, on termine sur cette très belle, tu vois, ce très bel enseignement que chacun est libre d'interpréter comme il veut. Écoute, je te remercie Christophe, l'heure est encore passée à toute vitesse. Merci Louise, merci à toi. Merci beaucoup, je mettrai dans les notes du podcast les liens qui redirigent vers tes ouvrages, vers ton nouveau compte Instagram que je vous invite à aller suivre. Et puis j'espère à très vite. À bientôt. Au revoir.